Alors les argumentaires européistes se sont basés sur deux catégories, la catégorie économique et puis la catégorie stratégique. Alors, tout est encore illisible, mais enfin, l'espèce de visage grimaçant que vous voyez mal, c'est Attali. Et Attali vous dit une chose très intéressante, d'autant plus quand on se rappelle qu'il l'a dit en 1997, alors qu'il débattait contre Marie-France Garot sur les questions que vous pouvez imaginer. Attali dit, je cite, « Lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera. Car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique. » Donc ce monsieur, en 97, vous dit qu'il est évident que vous allez avoir une grande croissance due au fait que vous allez avoir une monnaie unique. Voilà. Alors, nous sommes aujourd'hui en 2015. Examinez un petit peu si vous avez eu une grande croissance qui était évidente parce que vous aviez une monnaie unique. Je vous laisse juge. Je ne veux pas vous influencer. Donc les arguments européistes de type économiste sont l'euro et ou l'UE vont apporter de la croissance et ils vont apporter aussi quoi d'autre ? Le plein emploi. Comme vous êtes dans l'Union européenne et que vous avez l'euro, vous n'êtes plus concerné par le chômage, c'est merveilleux. Et l'autre type d'argumentaire, c'est stratégique. Alors c'est encore plus goûteux, ça. L'argumentaire, ici, le slide représente une affiche de propagande, c'était du PS, je crois, pour celui de Maastricht, le référendum de Maastricht, où ça disait « faire l'Europe, c'est faire le poids ». L'idée, c'est que l'euro ou l'Union européenne vont permettre de faire contrepoids au dollar ou de faire contrepoids aux États-Unis. C'est particulièrement cynique quand vous voyez ça à la lumière de ce que je vous ai raconté avant, où précisément ces processus étaient pensés et conçus dans le but d'empêcher l'émergence du plus petit contrepoids aux États-Unis. Donc l'argument, c'est vous allez pouvoir faire contrepoids aux États-Unis. Bon, là encore, je vous laisse juger. Est-ce que vous avez l'impression que vous faites contrepoids aux États-Unis ou au dollar ? Qu'en pensez-vous ? Alors là, je glisse un petit peu sur une liste de quelques perles dans le même genre. Alors, nous avons Giscard qui dit en juillet 92, en micro de RTL, « Si le traité était en application, finalement, la communauté européenne connaîtrait une croissance économique plus forte, dit-il, et donc un emploi amélioré. » Il vous fait le package complet. Vous allez avoir tout bien. Nous sommes en 92. Lorsque le traité... Après, c'est la citation d'Attali qu'on a déjà vue. Après, les vœux aux Français de Chirac en décembre 2001. L'euro n'est pas une fin en soi. Notez, c'est pas une fin en soi. Attention, quelque chose arrive. L'euro n'est pas une fin en soi. Il signifiera pour nous plus de croissance. C'est Chirac qui vous dit imperturbablement, mangez des pommes, et de plus, vous allez avoir de la croissance, plus d'emplois, plus de croissance, plus de pouvoir d'achat, plus d'échanges. Une France plus forte. Ça, c'était les vœux aux Français du 31 décembre 2001. Si vous avez l'impression d'avoir été roulé, c'est normal. Vous avez été roulé. Vous avez été roulé d'une manière, avec un manque de vergogne qui n'a presque aucun autre exemple dans l'histoire récente ou ancienne. On s'est fichu de vous d'une manière grandiose. On vous a vendu tout ce que vous souhaitiez en provoquant exactement l'inverse, et on vous l'a dit en vous regardant droit dans les yeux. Vous allez avoir plus de croissance, vous allez avoir plus d'échanges, vous allez avoir plus d'emplois, vous allez avoir... Alors maintenant, glissons vers la sapinade du jour. Donc Michel Sapin, Figaro du 20 août 92, dit la chose suivante. « J'aimerais convaincre chaque Français, c'est Sapin qui parle, que le traité d'Union européenne se traduira en France par plus de croissance, sans blague, plus d'emplois, et plus de solidarité. » Là, le plus de solidarité, c'est parce que c'est un PS au lieu d'être un UMP. Sinon, vous aviez juste plus de croissance et plus d'emplois. Ils sont obligés de maintenir une apparence de dichotomie. Comme ça permet de faire en sorte que, quand ils font une alternance, ça ressemble à de la démocratie. Sinon, c'est le même parti. Donc, ils ont des signes distinctifs. Si c'est le PS qui parle, il va rajouter, solidarité... Tandis que l'autre ne le fera pas pour que vous puissiez bien les identifier comme étant membres de deux camps différents. Mais sinon, ils vont vous vendre la même chose, plus de croissance et plus d'emplois. Encore des perles. Maastricht constitue les 3 clés de l'avenir. La monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité. La politique étrangère commune, ce sera moins d'impuissance et plus de sécurité.
Et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de démocratie. Non? Michel Rocard, 27 août 1992, Ouest-France. Les droits sociaux resteront les mêmes. Alors pour ceux qui ont mon âge, je vous signale que dans le temps, on avait une sécurité sociale qui nous couvrait bien. Les droits sociaux resteront les mêmes, on conservera la sécurité sociale, l'Europe va tirer le progrès vers le haut. Pierre Bérégovoy, 30 août 92. Non, c'est pas pour ça qu'il s'est suicidé. Pour la France, l'union économique et monétaire, c'est la voie royale pour lutter contre le chômage. Qui pouvait avoir dit ça? Eh bien, c'est Sapin. La voie royale. Alors, on regarde un petit peu rapidement les argumentaires européistes face aux résultats objectifs. Donc, vous voyez à gauche, vous voyez les choses d'ailleurs? Vous voyez rien du tout. Il n'y avait pas grand-chose. Bon, bah, vous aviez une comparaison de la croissance dans les pays de la zone euro et dans les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro, où les deuxièmes l'emportent sur les premiers. Et à côté, vous aviez la comparaison de la même chose entre la zone euro, le Royaume-Uni, le Japon et, la zone euro, et les États-Unis, où la zone euro affichait la plus faible croissance des quatre. Et l'autre graphique que vous allez voir, pas voir, eh ben, c'est le contraire, c'est sur le chômage. Là, c'est l'inverse. Donc, dans les pays de la zone euro, il y a plus de chômage que dans les pays de l'UE, mais qui ne sont pas dans la zone euro. Et si on compare les quatre blocs, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, zone euro, le pays qui a beaucoup plus de chômage, que vous ne pouvez pas voir, mais qui est par là, c'est évidemment la zone euro. Donc, ces quatre graphiques montrent de la manière la plus précise et la plus cruelle ce qu'il fallait penser des promesses qui vous ont été administrées pendant les derniers 25 ans, hein, au sujet du plein emploi et de la croissance. Alors j'aurais pu en rajouter sur aussi la technologie, puisque on nous a également vendu, mais ça a moins fait rêver le public, le fait que l'Europe serait, alors ça c'était début 2000, que l'Europe serait en 2010 à la pointe technologique et scientifique du monde. Ça s'est pas produit, ce qui n'est pas tellement surprenant, mais ça fait partie des argumentaires. Alors en fait, on peut tomber plus bas dans l'argumentaire européiste parce qu'il y a un degré zéro de l'argumentaire qui est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Alors plutôt que de vous dire que vous allez avoir plein de bonnes choses, que vous n'allez pas avoir, l'argument dit vous n'avez pas le droit de dire non, parce que c'est comme ça. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus bas, hein, degré zéro. Alors j'ai trouvé deux exemples, un qui est attribué à Nicolas Sarkozy, dont c'est assez le style. Ce Sarkozy dit nous n'avons pas le droit, nous les Français, de dire non à l'Europe. N'y songez même pas, vous n'avez pas le droit, c'est pas permis. Il a dit ça au Conseil national de l'UMP le 6 mars 2005, mais l'idée n'est pas passée de mode puisque 2015, vous avez Juncker qui dit il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est pas permis. On peut pas. Donc, le degré zéro de l'argumentaire, c'est l'argument d'autorité qui consiste à dire vos gueules. Ou alors dans le style sarkozyste, et sinon nous prendrons des mesures plus contraignantes. Est-ce qu'on peut tomber plus bas que le degré zéro de l'argumentaire, qui est l'argument d'autorité? Peut-on faire pire? Alors le degré moins 1, c'est l'argument tétanisant. Alors c'est un argument qui fonctionne en décrédibilisant l'adversaire quoi qu'il réponde, et surtout avant même qu'il réponde. C'est très pratique. Alors là encore, comme il y a un certain manque de créativité, une fois que le procédé a été lancé, il a toujours été repris avec les mêmes ficelles, de manière éternelle, vous n'avez que 4 types d'arguments tétanisants qui sont employés contre les gens qui ne veulent plus de l'euro, de l'OTAN ou de l'Union européenne. Et ces 4 types, qui sont toujours les mêmes, peuvent être assez facilement reconnus de manière automatique. Enfin, c'est vraiment un réflexe facile à prendre. Alors, quels sont les 4 types d'arguments tétanisants? Le premier, c'est la diabolisation. Alors, la diabolisation a 6 sous-désinences. Vous avez traité l'adversaire de nazi, fasciste, antisémite, raciste, négationniste et vichiste. Ça fait 6. Donc, bien entendu, vous ne faites pas les 6 à la fois. Vous prenez un ou 2. Et vous traitez votre adversaire de ça.
c'est diabolisant, ça s'appelle la diabolisation, et c'est très pratique parce qu'après il peut plus rien répondre. S'il dit quelque chose, comme de toute façon c'est un nazi, vous n'allez pas écouter ce qu'il dit, et donc l'affaire est réglée avant même qu'il n'ait pu s'exprimer. Alors ça, c'est le premier des 4 types d'arguments tétanisants. Le deuxième, c'est quoi? Il est plus particulier, c'est l'accusation d'être un fauteur de guerre. Donc ça consiste à dire, vous êtes contre l'euro, donc vous voulez la guerre. Vous voulez les chars russes qui roulent dans vos rues, qui écrasent les gens, et qui mettent à feu et à sang vos villes. Quel rapport, on n'en sait rien, mais c'est un truc récurrent. Vous êtes accusé d'être un fauteur de guerre, et une fois que vous avez été accusé d'être un fauteur de guerre par vos adversaires qui sont, eux, des pacifistes éclairés et des humanistes, eh ben, peu importe ce que vous pourrez dire ou répondre, puisque comme vous êtes le fauteur de guerre, vous êtes le méchant. Le troisième argument tétanisant est la prophétie apocalyptique dont on a eu pas mal de variantes lors de la campagne des élections européennes, mais qui est toujours employée avec bonheur par les européistes, qui consiste à dire, en gros, si vous abandonnez l'euro ou l'Europe ou l'OTAN, à ce moment-là, il va y avoir une invasion de sauterelles, et puis les eaux de la Seine se changeront en sang, et vos économies fondront, vous serez livré à des hordes de barbares, ce sera Mad Max, il n'y aura plus de pharmacie, enfin ce sera absolument atroce. Alors, pour remettre les prophéties apocalyptiques en permanence, il faut par exemple se rappeler qu'à 500 km d'ici, vous avez un pays qui s'appelle la Suisse, qui n'est ni dans l'UE, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, et qui n'a pas eu de nuages de sauterelles, qui n'a pas eu de Mad Max, qui n'a pas eu de dépossession des épargnants de leurs petites économies. Donc, il faut se rappeler que ces trucs, les arguments tétanisants, en fait, c'est très grossier. C'est des choses auxquelles vous pourriez répondre si vous aviez le droit de répondre. Le truc de l'argument tétanisant est que ça vous retire le droit d'y répondre. Mais sinon, en tant qu'argument, c'est rien. C'est pour ça que je les ai mis en degré -1. Et la quatrième, que j'aime particulièrement, c'est l'accusation d'être un mal comprenant ou d'être un incompétent. Donc moi, quand je dis que je suis contre l'euro, mes contradicteurs me disent que je suis mal comprenant, c'est-à-dire que j'ai un QI très bas, et que je suis incompétent, c'est-à-dire que je ne connais pas du tout l'économie. Alors que eux, apparemment, ils connaissent et comprennent tout très bien. Alors comme je suis stupide, je ne peux rien répondre, puisque même si je répondais à quelque chose, ça ne voudrait rien dire, puisque je suis stupide. Et voilà, nous avons fini la liste des 4 types d'arguments tétanisants. Et si vous les regardez dans les discussions que vous aurez avec les gens, ou surtout dans les discussions que vous entendrez à la radio et à la télévision entre les défenseurs du système et ceux qui ne sont pas d'accord, vous les reverrez toujours les mêmes, jamais avec des variances, enfin ils sont très faciles à reconnaître. Le contradicteur sera diabolisé, il sera accusé d'être un fauteur de guerre. Il y aura des prophéties terribles sur ce qui arrivera si jamais ces souhaits se réalisaient. Et enfin, de plus, il sera traité d'imbécile.